Mon invitée cette semaine, je ne la connais absolument pas. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais c'est un peu le but de l'opération de Sans détour, d'avoir au micro et à la caméra des gens que l'on ne connaît pas et que je désire vous faire découvrir. Mon invité, Michel Legault. Michel Legault, bonjour. Bonjour. Je ne vous connais pas et c'est un plaisir de vous recevoir à Sans détour. Merci. J'espère que ça va être partagé durant la prochaine heure ou à peu près que l'on va passer ensemble. Michel, j'aimerais ça pour commencer vous demander la cuisine, parce qu'on voit bien sûr que vous portez le costume, c'est évident. Ça. Et c'est pas juste un costume d'apparence, je pense que c'est aussi très signifiant. Que signifie justement le costume que vous portez comme tel? Est-ce que c'est un niveau de chef, grand chef, petit chef? Enfin, je caricature un peu, là, mais... Bien, pour le veston, il n'y a pas de hiérarchie, si vous voulez, en cuisine comme ça. On a un veston, on a nos noms dessus écrits. Et puis, celui-ci, c'est propre pour faire des apparitions dans des salles de banquet ou quoi que ce soit, parler aux clients. Donc, le manteau n'a pas de signification comme il y a eu... je dirais à peu près 50 ans passés. Oui, hein, parce que quand on mettait un habit blanc, comme vous, avec la toque, comme on dit, la toque, pardon, oui, avec la toque, quand on voyait ça arriver dans un restaurant, on se disait « Oh, le maître de séance arrive! » C'est ça. C'est ça, exactement. Maintenant, c'est un peu moins... la toque a disparu un peu. Oui, c'est ça, exactement. Donc, moins de mise dans les restaurants aujourd'hui. Est-ce que le respect est tout aussi important? Parce que quand on est dans le milieu public, inévitablement, il faut qu'on inspire un respect. Je ne sais pas. Est-ce que ça existe encore, ça? Le respect à travers de notre équipe existe. Okay. Donc, on a une hiérarchie dans notre cuisine. On a un chef, puis on a 2 sous-chefs. Et puis, les instructions viennent du chef, évidemment. Et puis, nous, on délègue aux employés, que ce soit dans la plonge ou dans la cuisine. Puis, dans la cuisine, les employés, c'est avec respect. Ainsi que quand on va faire le service à l'extérieur, dans les salles de banquet, on a le même respect avec l'équipe de serveurs. Et puis, avec le client, moi, j'aime bien aller rencontrer le client qui a organisé l'événement, s'assurer que, on fait un one-on-one, puis de rencontrer quelqu'un de nouveau. Oui, absolument, oui, tout à fait. Est-ce que, justement, ce respect-là, on le ressent en venant du public? C'est ça qui m'intéresse de savoir. Parce que, inévitablement, quand un ou une chef vient nous voir à notre table, on est... Ah, ben oui, c'est vous qui faites le plat. OK. Alors, je ne sais pas si tu vois un peu comment ça se peut se magnifier. J'ai eu un commentaire d'un client récemment, puis on dit que votre équipe est belle parce qu'il y a une belle camaraderie oui, c'est ça. Entre les 2 équipes. Donc, il y a un bon flow, il y a une bonne communication. Puis les choses, des fois, il y a des accros, mais en général, les choses sortent bien, ou les buffets, ou quoi que ce soit. Donc, on va en parler justement de la vitesse des choses, parce que ça aussi, c'est un élément clé, évidemment, là-dedans. Je parlais de respect, bien entendu, je parlais d'apparence. Est-ce que tout le personnel en cuisine et en service, c'est comme en salle qu'on dit, je pense, est-ce que le personnel, justement, doit avoir une espèce d'esthétique vestimentaire? En d'autres mots, tout le monde porte un costume, si vous voulez, mesdames, messieurs. Oui, tout le monde a un uniforme qui est avec leur travail ou leur section. Donc, les plongeurs ont un uniforme spécifique, la cuisine, les serveurs, tout est différent. Puis, il y a des capitaines de banquette, puis c'est la même chose. Donc, tout le monde a un costume qui a rapport avec leur travail qu'il y a à faire. Est-ce que le public est au courant, justement, que le costume du serveur ou de la serveuse ou le costume du ou de la chef, c'est spécifique? Je dirais que le client le voit, sans le savoir inconsciemment. Donc, quand on est dans les événements, on voit un manteau de chef, on sait que ce soit un chef ou un cuisinier, une cuisinière. Puis, côté service, c'est la même chose. Ils sont tous habillés, la plupart du temps, différents du client. Donc, ils ont tous un manteau noir avec des pantalons noirs, une chemise aussi. Donc, quand les gens passent,
ils savent tous que c'est des serveurs. Parfois, un client dit, ben est-ce que tu travailles ici? Non, c'est pas lui. Oui, c'est ça. Donc, c'est des choses comme ça. Tout Puis, à fait. Tout ouais. à fait. Vous parlez de couleurs. Très intéressant aussi. Pourquoi est-ce que dans le monde de la cuisine, il y a du noir et il y a du blanc? Et non pas nécessairement, je ne sais pas moi, du rose avec du vert. Ou pourquoi est-ce que la symbolique, est-ce qu'il y a une symbolique? Oui. En cuisine, pour le noir, tu vois, aujourd'hui, je porte un veston blanc, mais en cuisine, je porte un veston noir. Et puis, le veston noir et les pantalons noirs, quand on se salit, ça paraît moins. Ça, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Tout à fait. Je comprends. Oui, Donc, c'est dans cette direction-là. Ouais. OK. Fait qu'aujourd'hui, plus qu'auparavant, les manteaux noirs sont plus présents dans les cuisines. Je ne sais pas, dans 25 ans derniers, c'était tous des vestons blancs. Fait qu'on était sale souvent. Ah oui, ça salit beaucoup. Oui, ça salit beaucoup. Disons que quand on fait une sauce tomate, puis on la transvide dans un autre Il y a des seau, éclaboussures. le blanc attire la sauce tomate. Donc, oui, c'est des choses comme ça qui arrivent. Donc, des fois, on peut passer 2 ou 3 vestons dans une journée parce qu'il y a des dégâts ou des éclaboussures, comme on dit. Hein. Est-ce que ces costumes-là sont fournis par l'employeur? Oui, ou, ils sont ou fournis. c'est fourni par le porteur ou la porteuse? Sont fournis par l'employeur. OK. Sont en location, donc il y a une compagnie qui vient chercher les uniformes tous les semaines, puis ils remplacent avec des uniformes propres. Donc, il y a toujours une bonne rotation d'uniformes pour les employés. J'espère, mesdames, messieurs, que ça vous a mis la puce à l'oreille parce qu'on va prendre une courte pause et ensuite de ça, on revient avec Michel Legault. De retour à Sans détour, oui, j'aime beaucoup cette expression-là, je dois avouer. Toujours avec Michel Legault, qui est chef, grand chef, cuisinière, enfin quelqu'un qui s'y connaît en cuisine. Et je pense que le fait que mon hésitation parle de chef ou de grand chef ou de gestionnaire d'alimentation ou de gestionnaire de cuisine, tout ça, c'est des choses qu'on devrait peut-être préciser, Michel, pour le bénéfice de ceux et celles qui nous écoutent, bien sûr. Alors, commençons par le bas. Si je ne me trompe pas, il y a le plongeur. C'est celui qui nettoie la vaisselle, les ustensiles, les casseroles, etc. pour commencer, au bas de l'échelle. Exactement. Puis on dit toujours au plongeur que votre emploi, c'est le plus important de la cuisine, car si on n'a pas de vaisselle à travailler avec, on ne peut pas servir. Et donc, c'est valorisant pour eux autres quand on dit et ça. c'est le plongeur, évidemment, qui a le souci de la netteté, de la propreté. Exactement. Parce que c'est essentiel en cuisine. Oui, c'est ça. Je pense que tout le monde le comprend que si c'est pas propre, on a un sérieux problème. Exactement. Tout à fait. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dans la hiérarchie des... Si un plongeur veut monter à la cuisine, donc c'est un aide-cuisinier. Mm-hmm. Donc, l'aide-cuisinier va peler des pommes de terre, des carottes, faire des coupes de légumes simples. Mais par contre, il ne cuisinera pas, comme faire une soupe ou quoi que ce soit. Donc, il va faire de la mise en place pour ça. Ensuite, c'est le troisième cuisinier. Lui, le troisième cuisinier, mais il va aller aider avec les banquets, puis il va vraiment préparer des choses un petit peu plus concrètes que le aide-cuisinier. Ensuite, on s'en va à un deuxième cuisinier qui a encore un petit peu plus de responsabilité envers les deux sur lui pour la cuisine, direction en même temps. Puis le premier cuisinier, lui, c'est juste en dessous de nous comme sous-chef. Puis lui, il est capable de gérer son équipe. Il peut avoir 6 personnes en dessous de lui. Puis il a dit, OK, toi, tu vas faire ça pour ce soir, ça aussi, puis ça a besoin d'être fait. Donc, il organise pour s'assurer que c'est bien fait, ça goûte bon, puis que c'est à l'heure. OK, je comprends. Et ensuite de ça, il y a le chef. Bien, le sous-chef qui est moi. Oui. Donc, la sous-chef s'occupe, moi je m'occupe aussi du premier cuisinier et son équipe. Je m'assure que l'inventaire j'achète l'inventaire, je fais les achats. Et puis que c'est bien rangé, que c'est bien, on dit FIFO, first in, first out. Donc, premier arrivé, premier sorti en produit. Comme ça, on garde la fraîcheur des produits. On s'en sert aussi. Et puis, j'aide avec les horaires, j'aide avec la paye aussi. Donc, mes tâches, il y a autant administratives que être physiquement dans la cuisine. Que cuisinier, exactement, dans les deux mains dans les plats, d'autres. C'est ça, oui. Et puis, mon chef, lui, c'est le contraire. Il est plus administratif et un peu dans la cuisine. Donc,
ça dépend de moi. Donc, pour s'assurer que tout va bien dans l'équipe. Et on a un resto, donc il y a un autre sous-chef qui s'occupe de ce resto-là. Puis on communique, on se travaille ensemble pour arriver à un point. Je suis très content que vous parliez de l'aspect communication, parce que d'après la hiérarchie que vous venez de me donner, je me dis, wow, il faut vraiment que ça roule, que le monde s'entende bien, qu'ils se parlent tout le temps, ou presque. C'est presque comme une partie de hockey. Hey, fais-moi la passe, attention, les carottes sont prêtes. Oui, OK, les patates, attention, etc. On voyait un peu ce que je veux dire. C'est extrêmement important que ça roule comme du monde, en d'autres mots. Sinon, c'est la pagaille. Absolument. Donc, quand moi j'ai débuté au mois de mai l'an dernier, on était la moitié d'une équipe qu'on a en ce moment. Et puis, la communication était là. Par contre, on n'avait pas la main-d'œuvre pour exécuter. Donc, des événements de 300, 400, 500 personnes. Et puis, on se trouvait à deux cours. Et puis, on arrivait pareil, mais un peu épuisé. Mais là, maintenant, avec l'équipe qui est plus bâtie, on a à peu près une douzaine ou quinzaine d'employés sur la cuisine, que les événements vont plus smooth. Il y a moins de fatigue, il y a moins de frustration parce qu'il manque du monde. Donc, les choses vont beaucoup plus facilement. Quand il manque du monde à ce moment-là, est-ce que c'est vous qui prenez la relève ou est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre dans l'équipe qui, justement, assume une partie de la responsabilité de ceux qui ne sont pas là? Bien, ça pourrait être les deux. Comme moi, je pourrais assumer le premier cuisinier qui ne peut pas se pointer parce que pour raison X. Donc, j'embarque dans l'équipe puis voir où on est rendu avec cet événement-là, puis de continuer à l'amener à la fin. Et puis, si ça tombe dans les autres cuisiniers sous le premier cuisinier, on essaie de les remplacer par quelqu'un d'autre. Sinon, des fois, on peut s'en passer parce qu'on est trop en avance ou quoi que ce soit. Donc, ça, on joue, c'est comme jouer aux échecs. Là, on les place à la bonne place. C'est intéressant comme représentation. On joue aux échecs, c'est pas aux dames, on joue aux échecs. C'est très intéressant de voir ça, justement. Ce métier-là, vous l'avez appris où? Bien, disons que je l'ai appris avec ma mère à la maison. Donc, moi, je me souviens beaucoup avec ma mère que j'aimais bien faire les crêpes. Donc, mélanger la farine avec les œufs et tout. Et puis, par la suite, moi, j'adorais déjà la cuisine, la bouffe. Et par la suite, quand on était au secondaire, on essayait de trouver dans quel métier qu'on aimait, un petit test. Puis c'était soit l'horticulture ou la cuisine. Puis j'ai vraiment tenté la cuisine. Et puis, j'ai découvert, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, je suis encore dans le métier aujourd'hui. Et puis, dans mon village natal, il y avait 4 restos. Puis j'ai travaillé à 3 de ces restos-là, parce que c'était tous des restos d'un petit peu plus haut de gamme au lieu d'une pizzeria. Donc, dès l'âge de 17 ans, j'avais déjà les mains dans la cuisine. Est-ce que je peux vous demander où vous êtes né? Je suis né à Alexandria. Alexandria, en Ontario. OK, donc en l'Est ontarien, évidemment. C'est ça. Tout à fait. Et donc, dans le village d'Alexandria, il y avait 4 restaurants? À l'époque, il y avait 4 restaurants. Il y avait une pizzeria. Puis on avait un genre de roadhouse. Puis on avait 2 restaurants avec la bonne fourchette, là, un petit peu plus haut de gamme. Donc sur ces 3 restos-là, les 2 high-end, puis le roadhouse, j'ai travaillé là dans mon jeune âge. Donc j'ai appris beaucoup. J'ai été plongeur à l'époque. C'était ma question. Et puis, j'avais le chef qui me demandait, dit « Michel, viens en haut, tu peux m'aider avec les salades César. Ça, je me souviens très bien que c'était les salades César qui me montraient. On m'a montré comment faire la vinaigrette à l'époque. Et puis, mon apprentissage, je l'ai absorbé depuis ce temps-là. Finalement, est-ce que vous avez suivi des cours de cuisine, comme on dit à ce moment-là? Oui, pas au primaire, je pense pas. Au secondaire, peut-être pas non plus. Mais... Au secondaire, il y avait le programme de Home Ec qu'il appelait à l'époque. Fait que oui, on a fait certaines choses là-dedans, mais c'était pas l'apprentissage que je cherchais. Et puis, oui, après le secondaire, je suis allé au Collège Algonquin. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de cité collégiale. Donc, j'ai pris mon cours de cuisinier de base là-bas. Et ensuite, plus tard dans ma vie, j'ai pris un autre cours, c'était Catering and Restaurant Management. Donc, plus de gestion. La gestion culinaire. Donc, j'ai un certificat là-dedans. J'ai fait des cours aussi en nutrition avancée dans les collèges pour comprendre plus la nutrition humaine des gens, spécialement quand ça arrive avec des allergies ou des intolérances. Donc, mon parcours éducatif, il s'échelonne sur beaucoup d'années. Puis aujourd'hui encore, j'apprends. Bien, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai comme l'impression, et corrigez-moi si je fais erreur, mais j'ai comme l'impression que
un peu comme n'importe qui de nos jours, on a besoin de se garder au courant des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, bon, des aliments, parce que les aliments, c'est pas toujours les mêmes non plus. Je ne sais pas. Je vous pose la question très naïvement. Est-ce que une carotte des années 70, 80, 90, peu importe, est différente d'une carotte que l'on voit et que l'on trouve en 2021 ou 2022 ou 2023, peu importe? Est-ce qu'il y a vraiment une si grande différence que ça? Pour la carotte, je vais dire oui. Parce que dans les années 80 ou quoi que ce soit, la carotte n'était pas cultivée avec beaucoup de OGM, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, on peut avoir une carotte qui est grosse comme ça. Donc, la différence d'une carotte, oui. Beaucoup de... Donc, ça dépend du mode de culture à ce moment-là. Absolument. Donc, votre métier dépend de l'agriculteur. Absolument. Jusqu'à un certain point. Oui. La plupart du temps, c'est tout ça, oui. De base, là, Ou c'est de l'éleveur, peu importe. de l'éleveur, que ce soit les œufs ou la viande ou quoi que ce soit. Donc, oui, on est dépend d'eux pour nous avancer. C'est... je reviens à la chronologie en tant que telle. Je vous parlais de l'éducation, bien sûr. Donc, vous avez fait votre éducation culinaire, si je peux dire, en Ontario avant tout. C'est ça, oui. Oui, principalement. J'aimerais ça que vous me parliez un tout petit peu du collège Algonquin, parce qu'on connaît le collège Algonquin, bien entendu, mais pas nécessairement pour sa réputation en cuisine. On le connaît pour d'autres choses, tant mieux. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était l'école à suivre en Ontario, par exemple, ou en tout cas, au moins dans l'Est ontarien? Je dirais dans l'Est ontarien, oui. Il y en avait une dans le nord, à Sudbury, que j'ai fréquenté un peu, mais je m'ennuyais trop. J'étais trop loin, donc je suis revenu par ici. Mais à l'époque, le collège Algonquin was the place pour faire les cours de cuisine. Puis, disons que depuis que j'ai fréquenté le collège Algonquin, ça a beaucoup changé côté culinaire, les cuisines différentes. Ça a beaucoup évolué sur le bon côté pour les élèves d'aujourd'hui. Tout à fait. Mon réalisateur me glisse dans l'oreille qu'il y en avait aussi une école à Alfred aussi, non? Alfred, dans ce temps-là, oui, c'était le collège d'Alfred. Et puis, c'était plus axé sur la nutrition en milieu hospitalier ou en résidence permanente. OK. Donc, c'était une cuisine différente de ce que moi j'ai appris. Donc, moi, j'ai appris plus le volet cuisine française. Et puis là-bas, c'était cuisine de base d'aliments, purée, quoi que ce soit, comment bien nourrir les patients. OK. Donc, c'est ça la différence. Et puis, quand la cité a pris possession du collège, là, il y avait un cours de cuisine comme que la cité offrait. Maintenant, aujourd'hui, le collège est fermé, donc c'est de valeur. Mais c'est ça. Au collège d'Alfred, j'ai pris 2 cours en nutrition là-bas. Donc, c'était nutrition pour aller chercher un certificat en nutrition que je ne voulais pas vraiment, mais je voulais apprendre beaucoup de nutrition sur le corps humain. La nutrition, c'est intéressant que vous ameniez ce sujet-là parce que c'était une de mes préoccupations, un de mes intérêts aussi. La nutrition, ça dépend de la chimie, non? C'est ça ma question. Oui, c'est toujours... C'est la base, non? Oui, c'est... Le mariage chimique des aliments au niveau moléculaire, mais aussi au niveau du goût, ça dépend de ça, non? Absolument. Chaque chose qu'on fait, est-ce que ça va bien aller avec ça ou c'est trop puissant pour l'aliment? On va faire exemple un sandwich avec du pain sourdough, moutarde à l'ancienne, qui met de la moutarde sur les 2 côtés, et ensuite tu as ton jambon puis fromage à l'intérieur. La façon que la sandwich est faite, la moutarde prend le pouvoir sur ce qui est à l'intérieur. Donc, on ne goûte pas le jambon, on n'apprécie pas le sandwich. Donc, c'est vraiment de savoir comment marier les choses, de ne pas en mettre trop ou quoi que ce soit. Donc, pour vraiment, le mettre facile, mais très bon en même temps. Donc, c'est aussi en tant que cuisinier, il faut goûter. On va y revenir à ça, oui, ça c'est important. Oh, le goût, oui, évidemment, tout à fait. Mais continuez, allez-y, oui. Donc, on peut parler du goût tantôt, mais vraiment, en cuisine, c'est vraiment de penser puis de voir comment est-ce que qui peut se mariner, lier ensemble. Donc, avec le temps, ça vient naturel pour nous. Donc, je n'ai pas besoin de fouiller puis d'étudier, OK, ça, ce porc-là va-t-il bien avec des patates sucrées, à évaluer tout ça. Je le sais. C'est le bagage, c'est l'expérience du temps qui aide à ça.
Aujourd'hui, il y a certains des cuisiniers, mais es-tu sûr que ça va bien avec? Je leur dis, bien, peut-être un ajustement de scie, ça va aider à compenser tout ton stat à saveur. Comme un petit peu de sirop d'érable, là, ça règle tout. Ça, c'est comment je dirais, le miracle. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. C'est intéressant que vous mentionniez, justement, il y a des gens qui ont comment je dirais, la langue ou le goût plus salé, d'autres plus sucré. Question de goût, probablement aussi. Oui. Comment est-ce que, en cuisine, vous faites pour comment je dirais, pour balancer le tout? Parce que, évidemment, vous n'allez pas rencontrer le client et lui dire, bon, ben attends un peu, là, t'as ton escalope de veau, tu veux-tu l'avoir plus sucré ou plus salé? Je pense pas que ça soit comme ça. Non, non. Comment est-ce que vous arrivez, justement, à plaire minimalement? On ne peut pas plaire à tout le monde, Non, ça on le sait. Par contre, quand on fait nos recettes, on assaisonne pour que ce soit bon pour le palais de tout le monde. Donc, pour ce côté sucré, on va dans la vinaigrette, des fois les plats principaux, mais il faut le balancer comme un sucré-salé. Donc, en général, ils sont tous bien assaisonnés. Donc, si les gens veulent acheter du sel et du poivre, c'est à leur table, ils peuvent le faire. On a remarqué que les fumeurs salent beaucoup parce qu'ils ne le goûtent pas. C'est vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Par contre, on n'essaie pas de trop assaisonner pour que ça devienne déplaisant. Donc, on a une couple de cuisiniers qui sont là-bas, sont super bons à assaisonner les soupes, qui ont fait toutes végétariens, puis véganes et sans gluten. Donc, c'est toutes des bonnes soupes de base, utilisées avec des bouillons ou des fonds de légumes ou quoi que ce soit. Donc, c'est tout bien assaisonné, puis ça, c'est la clé, je crois. Pas trop. Non. Suffisamment. Suffisamment. C'est ça. Et puis, souvent, ça prend juste, on goûte la soupe, il manque quelque chose, on ajoute un petit peu de sel, puis ça vient de changer tout le goût. Ou ça vient d'améliorer le goût, si vous voulez. Peut-être faudrait-il préciser, et je m'en excuse si je ne l'ai pas précisé au point de départ, mais où c'est que vous travaillez? Je suis sous-chef à l'Hôtel Delta à Ottawa. Oui, c'est ça, exactement. Alors là, maintenant, vous savez exactement qui vous avez en avant de vous, mesdames et messieurs, bien sûr. Je trouve ça intéressant de tout ce monde-là. On ne se rend pas compte, Michel, de la richesse de ce métier-là. De ce métier-là. J'aimerais ça qu'on explore un tout petit peu dans le prochain segment, justement, tous ces aspects-là, si tu permets. Alors, mesdames, messieurs, eh bien, oui, on vous revient dans quelques secondes. De retour à Sans détour, encore une fois, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre d'ailleurs de semaine en semaine. J'espère que cette série d'émissions Sans détour, qui finalement est le cheminement et le portrait de certains de mes invités, j'espère que ça vous intéresse et je pense que l'écho qu'on en a est effectivement le cas. Et je suis toujours bien sûr avec le sous-chef, Michel Legault. C'est correct? C'est ça. Bon, parfait, parfait. Michel, j'ai envie de savoir une chose. Et la question est peut-être tendancieuse, mais moi, je cuisine, mais je suis loin d'avoir le potentiel et l'expérience que vous avez en la matière. Moi, quand je cuisine, il y a deux éléments clés. Le couteau est de 1 et la casserole est de 2. Peu importe le type de casserole. Bon, j'ai besoin de ça pour pouvoir cuisiner minimalement bien. C'est mon expérience. Absolument, oui. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous? Bien, le couteau, c'est l'outil le plus important pour le cuisinier. Donc, c'est pas la spatule, c'est pas la fourchette, c'est pas le robot culinaire ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Tout ce que vous avez dit, c'est complémentaire. Par contre, c'est le couteau qui est l'ami du chef, si vous voulez. Et la casserole? La casserole, ça vient en secondaire, mais sont utilisées aussi. Autant petites que grandes. Quel genre de casserole, et là, je rentre dans des détails un peu techniques quand même, mais on dit que la meilleure des cuissons est faite avec une casserole qui répand la chaleur uniformément. Exactement. Est-ce que c'est exact, ça? Exactement. Ça aussi, si vous avez votre rond ou votre feu, quoi que ce soit, il faut
que ta casserole, la chaleur couvre quand même. Autant que vous pouvez juste cuire dans le centre, ça va être plus chaud là et ça va juste être tiède de l'autre côté. Donc, si vous voulez saisir de quoi, c'est une casserole qui n'est pas trop grosse pour votre rond. Concentrer la chaleur. Et puis concentrer la chaleur plus près. Donc, vous pouvez saisir un rôti de bœuf ou quoi que ce soit plus facilement à l'intérieur. Tout à fait. Qu'est-ce que vous aimez le mieux cuisiner? La question, cuisiner. Moi, à l'époque, dans les années 90, j'aimais beaucoup cuisiner le gibier ou le gibier à plumes et aussi tout ce qui est local, les fermiers locaux. Donc, je suis une personne qui aime beaucoup les produits du terroir, qui aime bien encourager ces gens-là de la région. C'est leur gagne-pain. Et puis, j'ai découvert cet amour-là de saveur et de fraîcheur. De fraîcheur. Le goût, c'est comme... Il n'est pas comparable. C'est très différent de la grosse industrie, si on peut l'appeler comme ça. Absolument, parce que la viande comme telle est plus fraîche. Elle n'est pas boostée, si vous voulez, à quoi que ce soit. Donc, c'est de manger une pintade ou un faisan avec le gras jaune. C'était nourri au grain, on le voit très bien, et non un gras blanc. Donc, c'est le fun de découvrir ça. J'ai adoré découvrir les gibiers à plumes, avec les herbes fraîches, des baies de Geneviève, des petits fruits. Ces découvertes-là, c'était un amour pour moi à l'époque. J'imagine, oui, j'imagine. Mais c'est encore le cas. C'est encore le cas. Je le pratique moins, mais c'est encore là. Tout à fait, parce que je sais qu'il existe un certain nombre d'ouvrages sur la cuisine, par exemple, du gibier, au Canada, entre autres, et puis sur l'art de cuisiner avec le sanglier local, par exemple, et des trucs du genre. C'est extrêmement... Ça commence à se développer, à être connu du grand public. Est-ce que le public vous demande, justement... la pintade que vous allez m'offrir, est-ce qu'elle vient de l'éleveur à côté ou non? Pour, comme la pintade, si vous voulez, ou d'autres événements, disons qu'on a Canadian Egg Farmers qui vient à l'hôtel, eux vont dire, ils vont spécifier pour avoir des produits qui sont locaux. Donc, le bœuf, il vient d'être locaux. Pour nous, en hôtellerie, c'est Canada. Pas de produits exportés ou importés. Donc, c'est plus aussi quand on va dans les légumes, on essaie de, la saison est là, on achète des produits qui sont locaux. Donc, on essaie beaucoup de faire ça pour encourager quand même ces fermiers-là de la région. Quand un produit arrive dans votre cuisine, on va parler de avant aussi, mais on va garder l'air d'aller. Quand un produit arrive dans votre cuisine, quelle est la première chose que vous faites? Bon, je vais être un peu plus précis. On va parler de légumes et on va parler de viande. OK? Allons-y avec ça. Qu'est-ce que vous faites en premier? Bon, disons que le camion arrive avec le produit, puis mon magasinier prend la température des produits avec un laser, température laser, et ensuite, c'est rangé au frigo. Il faut qu'il prenne l'ascenseur qui vienne ranger ça au frigo. Donc, puis faire la bonne rotation du produit. Donc, si c'est des produits comme des fraises, bien, on va prendre les fraises qui étaient là avant, les mettre en avant des autres, puis il va y avoir un produit comme ça. Ce que tout le monde, je fais un aparté, mais ce que tout le monde, Michel, devrait faire dans sa cuisine. En d'autres mots, les produits récemment achetés ont de bonnes chances à être les produits donc qui vont être utilisés un peu en dernier, utiliser les premiers achetés, non? Exactement. On fait ce qu'on appelle la rotation, finalement. Oui, c'est ça. Si les gens font ça à la maison, peut-être. J'espère. J'essaie de le pratiquer autant que possible. Oui, j'imagine. Mais ma cuisine chez nous, c'est pas une cuisine commerciale. Donc, par contre, pour revenir aux produits, aussi une inspection de la qualité. Donc, si on va dans les fruits, on vérifie les fruits, si c'est bonne qualité. Et si la qualité n'est pas là, on le retourne. Parce qu'on ne veut pas servir des fraises qui, la journée d'après, on va être obligé de les mettre au compost. Donc, la base, c'est de vérifier la qualité et la bonne température quand le produit arrive. En ce qui concerne la viande, par exemple, que vous utilisez,
corrigez-moi, j'ai l'impression qu'elle est aussi déjà à vérifier. Donc, ça veut dire que vous faites une deuxième vérification à ce moment-là? Bien, vérifier, c'est sûrement avec les inspecteurs de viande dans les boucheries ou quoi que ce soit. Puis quand ça arrive chez nous, oui, on inspecte le produit, s'assurer, premièrement, si c'est la bonne chose que j'ai demandé. Comme j'ai demandé des poitrines de poulet fraîches avec le manchon, là, je regarde la boîte, c'est pas la bonne grosseur, ils sont trop petits. Ou c'est juste la bonne grosseur, donc on les range, puis on attend pour la préparation qui est probablement dans les prochains 24 heures du produit qui est reçu. Comment je dirais, le magasinage, si je peux dire, se fait quotidiennement. En d'autres mots, le fait d'aller chercher les produits chez l'éleveur, chez voyons, la personne qui fait les légumes, peu importe, l'agriculteur, voilà. Est-ce que c'est quotidien, vos achats, et vous amenez au restaurant? Disons qu'on a des fournisseurs qui nous apportent nos produits. D'aller chercher aux fermes spécifiques, ça ferait... on passerait trop de temps à faire ça. Donc, puis on met moins de temps dans nos cuisines. Donc, c'est légué à des fournisseurs X. Et puis... Mais vous avez des spectres à respecter concernant les fournisseurs. Oui. Donc, disons que c'est saison des fraises en Ontario, bien, fraises de l'Ontario, fraises du Québec. Puis est-ce qu'on passe des fraises à quantité industrielle? Donc, tu sais, le produit peut passer assez vite. Donc, c'est plus comme ça. Là. Tout à fait. Alors donc, vous recevez le produit. Oui. Et après ça, donc, vous l'évaluez. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous le réfrigérez pour le On le met dans conserver? nos chambres froides, oui. Okay. Et puis, comme je mentionné tantôt avec le poulet, c'est dans les prochains 24 heures qu'il va être utilisé. Soit faire de la mise en place pour le produit, farcir le poulet ou le saisir, préparer les sauces, puis c'est prêt pour la fonction qui va arriver le lendemain. Donc, il y a quand même une certaine partie de préparation pour les différents, pour l'art de cuisiner ensuite. Oui, on n'est pas une cuisine où le client, comme en restauration, il est juste là au bord du mur, puis on le prépare de zéro à là. Non, ça prend une certaine mise en place afin qu'on puisse arriver à l'heure. Donc, si j'ai un groupe de 500, je ne vais pas attendre la journée même commencer à faire de la mise en place. Ce serait un peu fou. C'est 2 jours d'avant, tailler les légumes, tailler pommes de terre, quoi que ce soit. Et puis, il y a une façon vraiment de gérer sa cuisine comme ça. Mais travailler la journée même, c'est se planter. C'est se planter vraiment. Ça. Tout à fait. Ouais, c'est très risqué, oui, effectivement. Tout à fait. Je vais vous demander qu'est-ce que vous préférez préparer. On va revenir à ça. Qu'est-ce que vous préférez comme plat à faire? Bien, disons que j'aime bien préparer de la volaille farcie avec des différentes farces, que ce soit champignons, que ce soit asperges ou quoi que ce soit, puis créer une sauce qui va avec. Comme une sauce, on peut faire un poulet farci au jambon et fromage, style cordon bleu, mais faire une sauce balsamique et érable. Donc, à la base, on a une sauce brune, et puis on fait une réduction de balsamique, puis on ajoute un petit peu de sirop d'érable. Fait que la force de la moutarde dans le jambon va compenser avec le sucré du sirop d'érable et le balsamique. Donc, c'est faire des choses comme ça. J'ai envie de vous amener parce que les gens, et je pense que ça, c'est peut-être un signe de civilisation, de la vitesse de notre époque, à tout le moins. Les gens aiment beaucoup les soupes. Et ils aiment bien les autres. Le reste du repas aussi, je penserais bien, mais les soupes particulièrement, tous les nutritionnistes, ou beaucoup de nutritionnistes disent, bon, ben mangez donc une bonne soupe le midi, ça va vous soutenir. Bon, j'ai déjà entendu cela, probablement que vous l'avez entendu vous aussi, effectivement. Qu'est-ce qui fait qu'une soupe est enrichissante pour le corps? En d'autres mots, c'est plus que de l'eau. De l'eau assaisonnée. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Il y a quand même une composition qui est intéressante dans la soupe, non? Bien, disons que dans les soupes, on a 3 sortes de soupes. On a un potage, on a une crème qui a littéralement de la crème, puis on a une soupe qui est avec des légumes taillés. Donc, le potage, souvent les gens se trompent que c'est une crème, mais entre mots, c'est une purée de X qui est là-dedans. Donc, on va faire un potage de courge musquée et pommes. Donc, ça va être une purée. La soupe, c'est une purée de ça. C'est pas très alléchant. Donc, on va dire que c'est un potage de... En anglais, ça se dit un petit peu moins bien parce que c'est cream of. Tout à fait. Donc,
Puis la crème de champignons, mais c'est sûr qu'il y a un produit laitier dedans. Puis l'autre, moi, je dirais celle qui est taillée, c'est celle-là qui est la plus soutenante. Parce qu'il y a beaucoup plus de légumes dedans. Tu peux les manger, les mastiquer. Parfois, il y a de l'orge, des viandes dedans ou quoi que ce soit. Puis à ce moment-là, ça devient plus soutenant. Les deux autres soupes, ils peuvent l'être autant, mais celle-là est beaucoup plus. Tout à fait. Est-ce que chez vous, au Delta, est-ce que les gens, quand ils commandent un repas, est-ce qu'ils sont plus côté soupe ou côté, comment je dirais, entrée comme tel? Bien, disons que j'ai beaucoup d'événements que c'est soupe, salade, plat principal, dessert. Donc, ils ont 4 services. OK. Puis souvent, les soupes, c'est des soupes légères, comme le potage. C'est très rare qu'on va se servir à l'assiette, si vous voulez, une soupe avec légumes taillés. Les soupes légumes taillés, comme minestrone ou autres, sont servis en buffet. Donc, les gens se servent eux-mêmes là. Puis, il y a des journées quand on peut passer presque pas de soupe, puis une autre journée, on va manquer parce que tout d'un coup, ils ont décidé de tout en manger. Oui, c'est ça, effectivement, oui, tout à fait. Je veux vous amener sur la question du pain et des biscottes, parce que les gens, habituellement, avec une soupe, c'est ce qu'ils prennent. Bon, c'est pas constant, mais c'est, disons, certainement une des choses qu'ils font. Est-ce qu'il y a un avantage à manger un morceau de pain, préférablement multigrain, si on est vraiment de notre époque, là, ou quelque chose de genre, ou de blé entier, plutôt que blanc. Est-ce qu'il y a un avantage, justement, au niveau de se nourrir, bien sûr, est-ce qu'il y a un avantage à prendre une biscotte plutôt qu'un morceau de pain avec une soupe? Mais disons que le biscotte, c'est sûr qu'il est moins remplissant qu'un pain moelleux. Pour ce qui a un avantage ou désavantage là-dessus, j'en en vois pas. Par contre, il y a des gens qui vont avoir de la soupe, puis le pain va sur la table, vont manger 2 pains avant que même qu'ils aient terminé la soupe, puis là, ils vont arriver à la salade, puis au plat principal, ils n'ont plus faim. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment de gérer comment tu vas manger pour ne pas te bourrer, si on veut dire. Mais pour la plupart du temps, dans nos événements, on sert du pain. Les biscottes, s'ils en veulent, on va en donner, mais la plupart du temps, c'est du pain. C'est tout à fait ça, oui. Gestion, et je vous amène là-dessus aussi parce que le temps passe très vite, mais gestion de plus petits groupes qui viennent manger chez vous et de gros groupes. Est-ce que ça fait une différence? Pas au niveau de la planification. Ça, on peut facilement s'imaginer, n'est-ce pas, mesdames, messieurs, que la planification est beaucoup plus grande quand on a affaire à un gros groupe, évidemment. Bon, tout le monde comprend ça, c'est sûr et certain. Mais est-ce que le type de planification est différent ou c'est la même procédure? Je vais te faire un exemple. On fait ce qu'on appelle des tastings avant un événement. Donc, le client veut essayer le repas qu'ils ont choisi, puis s'il y a des modifications, c'est là qu'on les corrige avant l'événement tel. Donc, faire la mise en place pour 2 personnes, pour le même événement qui va être 300 personnes, j'aime mieux de 300 personnes. OK. Parce que c'est autant d'ouvrages faire pour 2 que faire pour 300. Donc, les petits groupes, oui, sont aussi importants que les grands groupes, mais parfois, c'est plus de travail faire le petit groupe qu'en faire un groupe. Donc, c'est de faire une sauce ou une soupe pour 15 personnes. De faire une soupe pour 15 ou une soupe pour 200, ça prend le même effort. C'est juste plus de produits. Tout à fait. Ça prend la même énergie de mettre dedans pour le faire. Donc. Michel, on prend une autre pause? Parfait. Parfait. Alors, on vous revient, mesdames, messieurs. De retour à son détour, mesdames, messieurs, avec la sous-chef au Delta, Michel Legault. Et Michel, la première question que j'ai envie de vous demander, quand vous rentrez en cuisine, c'est quoi votre premier geste? Vous lavez les mains, regardez l'espace, regardez les gens de l'équipe, juste pour avoir le feeling. Saluer chaque employé, pour leur dire comment va leur journée. D'avoir un intérêt sur leur travail et sur eux en même temps. Donc, s'assurer qu'ils ont tout le produit qu'ils ont besoin, s'ils ont des questions à répondre, que j'ai besoin de répondre pour eux sur les événements à venir. Donc, mon premier, après m'avoir changé, évidemment, je fais le tour de la cuisine et je salue chaque employé. En d'autres mots, on établit le contact avec les humains. Exactement.
Très important. Oui, oui. Très, très important. La fidélité des gens, est-ce que ça existe encore dans le monde de la cuisine ou est-ce que les gens passent d'un emploi à un autre? Bon, étant donné que les relations humaines, ça peut varier évidemment, on comprend là-dessus, mais est-ce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils se présentent à un endroit, veulent rester et passer leur vie à l'endroit? Parce que c'est intéressant. Je vais dire à l'hôtel que je suis en ce moment, je vais dire oui à cela parce que j'ai des employés que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là. Donc, c'est fidèle. Par contre, dans d'autres endroits que j'ai travaillé, moi, par exemple, au Musée de civilisation à l'époque, j'avais une rotation d'employés incroyable. C'est comme un qui est ici, 2 mois, hop, il s'en va, puis il faut faire de la formation pour un autre. Ça devient très épuisant, ça. J'imagine. Hein? Oui. J'imagine. On manque de confiance à peu importe qui rentre. C'est comme, OK, combien de temps tu vas rester? Toi, on fait une gage? Oui, c'est ça, ouais, effectivement. Tout à fait. C'est intéressant que vous ameniez Mais ça. notre relève en cuisine aujourd'hui n'est pas là comme il y a 10-15 ans passés. J'imagine. Hein? Oui. Les gens Donc, sont... ben, c'est plus informatisé. Tout à fait. Par contre, il y en a qui ont encore la passion, mais ils sont durs à trouver. Donc, si tu as la passion, c'est sûr que tu vas avoir la fidélité. Puis, tu es là pour apprendre aussi. Puis, oui, tu peux grandir. Tu arrives à un échelon que tu ne peux plus avancer, mais c'est sûr, c'est comprenant que tu vas aller ailleurs pour apprendre, explorer. Puis, une autre expérience. Ça, j'encourage ça. Oui, c'est ça. Mais pas après 2 mois. Tu n'as pas appris grand-chose dans 2 mois. Non, effectivement, il n'y a pas beaucoup de métiers qui est rentré à ce moment-là. Non. Si on parlait un tout petit peu justement des différents endroits où vous avez travaillé, vous venez de mentionner le Musée des civilisations, bien sûr. Vous avez été aussi gestionnaire à la Cité. Gestionnaire des services alimentaires de la Cité. Donc, c'était la cafétéria et le service traiteur de la Cité. Donc, c'est un endroit que j'ai bien aimé travailler. Parce que le défi est constant? Le défi est constant. Le défi est constant. Le plus gros événement qu'on a fait en traiteur à la Cité, c'était pour Google Canada. Ils faisaient une formation pour les professeurs. Et puis, pour dîner en boîte à lunch, c'était à 1500 personnes. Ouh. Donc, la logistique pour arriver à ça, moi, ça me carbure. C'est l'adrénaline qui va, puis comment est-ce qu'on va faire pour y arriver, puis des idées, puis on partage, puis c'est le fun. Donc, on a fait Google 2 années d'affilée pour ça, et c'était des boîtes à lunch. La première année, c'était un peu d'accro. La deuxième année, avec les allergies et intolérances, c'était allé comme dans le beurre. Tout le monde avait compris la machine, autant que le client que nous, puis c'était allé dans le beurre. Puis c'est plaisant, c'est le fun. C'est une satisfaction, comment je dirais, de gestionnaire, en plus d'une satisfaction humaine? Oui. Les deux? Oui, oui. Ouais. D'avoir géré l'équipe, puis d'arriver à ça. Et puis de voir aussi le côté client qui me parle, puis dit Michel, bravo, bravo. Puis à la Cité, on faisait aussi des repas pour les gradués, des repas de fin d'année pour l'équipe d'administration ou les professeurs, quoi que ce soit. Puis souvent, une fois que le repas, puis c'était encore servi aux assiettes, souvent quand c'était terminé, pour moi et l'équipe, on avait un applaudissement assez bien mérité. À la Cité, là, je fais appel à mes souvenirs et peut-être que ce n'est pas les bons souvenirs. Mais si je ne me trompe pas, il y a aussi des concours culinaires qui ont été organisés à la Cité collégiale. Absolument. Est-ce que c'était en relation avec vous, ça aussi? La seule relation qu'il y avait avec moi, c'était qu'il empruntait ma cuisine. Ah, OK, c'est pour ça. Bon, Okay. donc, notre implication comme telle, c'est de prêter la cuisine en soirée pour le service que les étudiants font. C'est ça, exactement. Donc, parce que on a couvert ça ici à TV Rogers. Regardez dans les archives sur TV Rogers, le YouTube de TV Rogers, vous allez voir qu'on est allé justement tourner dans vos cuisines, justement. Okay. Tout à fait, avec certains concours, effectivement. Parfait. Alors, donc, ma mémoire est quand même pas trop, fait pas trop défaut, effectivement. Mais j'ai travaillé aussi au Parc Calypso. Bien, c'est ça que j'allais dire aussi. J'ai ouvert, j'ai fait partie de l'ouverture initiale au Parc Calypso, puis j'ai travaillé là 2 ans à temps plein, si vous voulez, saisonnier. Ensuite, les 4 mois plus tard, j'ai aidé côté banquet qu'il y avait au parc. Ça doit être très différent de travailler au Calypso que de travailler au Musée des civilisations. Ce que j'ai trouvé différent, c'est de voir les gens à moitié habillés devant un comptoir de restauration, donc je n'ai pas habitué de voir ça. Mais dans le parc, c'était plaisant. Là aussi, on a fait des gros événements. Et puis, c'était challenging, comment les servir. Donc, les gens ne veulent pas être en ligne pour manger, ils veulent être en ligne pour aller se glisser. Donc, c'est de trouver comment
être effectif pour servir tout le monde. Donc, j'ai servi une équipe de 1500 personnes encore en 90 minutes. Tout le monde a servi de manger. Donc, il faut la figurer, de voir c'est quoi qui ne marchait pas sur les autres. Et puis, à ce moment-là, j'ai vu que c'était les condiments qui bloquaient tout le monde. Donc, j'ai poussé les condiments à, je sais pas moi, 200 pieds plus loin. Donc, la ligne pouvait passer, puis les gens pouvaient faire tout de l'îlot pour mettre leurs condiments sur leur burger. Donc, c'est trial and error. Puis, bien contente de ça. Tout à fait, j'imagine. Vous avez aussi vécu puis là, je fais encore appel à ma mémoire et à la vôtre, aussi une expérience de restauration en Outaouais, aussi dans la Petite Nation, ou Notre-Dame de la Salette, ça se Exactement. J'aimerais ça que vous me parliez un tout petit peu de cette expérience-là, parce que c'est à beaucoup plus petite échelle, mais vous étiez, comment est-ce que je pourrais dire ça, votre propre maître. Vous avez créé de toutes pièces cette institution-là. Vous l'avez pensé, géré, organisé, monté, bon, etc., etc. Parlez-moi un tout petit peu, parce que c'est une expérience très différente de la cité ou, je ne sais pas, moi, du Delta, par exemple. Exactement. Ma conjointe et moi, on approchait le petit magasin qu'il y avait à Salette, à Notre-Dame de la Salette, pour louer leur cuisine ou gérer leur cuisine avec eux. Puis, suite qu'on était là, nous, eux ont quitté les autres personnes, puis nous, on a continué à louer la cuisine et faire nos choses. Dans cette expérience-là, ça a été en pleine pandémie. Donc, ça a été... un peu difficile. Difficile, oui. Puis, ma conjointe et moi, comme je l'ai mentionné, nous avons monté ça. Le but initial de ce magasin-là, c'était de faire de la nourriture livrée à domicile. Comme un peu comme Good Food, tu fais ta recette. Par contre, celui-là, ici, c'est livré frais à domicile. Donc, prêt à manger quand vous arrivez, micro-ondes, 2 minutes, c'est fini. Puis, on faisait la même chose en magasin. Ensuite, en magasin, on vendait des fruits et légumes, on vendait des desserts, de la pâtisserie que je faisais, des marinades, de la salsa qu'on a fait et tout. En plus aussi, on a fait des événements traiteurs pour l'école. On supportait l'école régionale. Et ensuite, aux fêtes, on faisait donner à son prochain. Donc, pour chaque client qui achetait un repas des fêtes, nous, on en donnait un à la communauté. Donc, ça a fait parler les gens. Puis, les gens ont mis ça dans le village. Et puis, on faisait des pizzas. On a ouvert à côté casse-croûte, on a fait des burgers. Puis les burgers, c'est pas juste le même burger que tu vas chez McDo. C'est un burger personnalisé qu'on a créé, puis qui est unique dans notre région. Donc, c'était très plaisant de faire ça. Par contre, le montant d'heure qu'on mettait dedans, ça nous a brûlé. J'imagine, hein? Oui. Et puis, il y a un peu aussi il y a eu du mégenrage de moi et ma conjointe. On s'est fait mégenrer assez souvent là-bas. Donc, ces deux-là ensemble nous ont fait en sorte que on met la clé de... Vous avez fermé Mais boutique, c'est ça. Ce qui était très plaisant, moi, j'aimais bien le client. Converser, jaser avec le client, ça, c'était ce qui était très plaisant. Très intéressant de voir qu'on peut vivre dans, comment je dirais, en quelques années des expériences tout aussi variées, tout aussi différentes. Je vous ai parlé avant qu'on commence qu'il y avait une petite rafale. Est-ce que ça vous tente de rentrer dans le jeu de la rafale? Oui, oui, oui. OK, parfait, ça marche. Alors, je suppose que il y a le métier, il y a ce qu'on apprend, mais il y a d'autres choses dans la vie. Bien, c'est ça, oui. J'imagine. Quel spectacle vous a le plus touché émotivement, si vous avez vu un certain nombre de spectacles, parce que inévitablement, vous en voyez quand même aussi. Là. Oh mon Dieu! Je dirais pas que c'est en personne. Okay. C'est un spectacle qui était diffusé à la télévision, puis ça s'appelle David Byrne's Utopia. C'est l'ancien chanteur de Talking Heads. Et puis, la façon que c'est monté, le spectacle, c'est sûr que j'aimerais aller le voir en personne, mais c'était juste wow. Juste wow, vraiment, de tout voir ça. Il y a d'autres spectacles que je suis allé voir aussi, mais je veux dire, celui-là, il me touche beaucoup. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Là, je vais retomber dans la cuisine. Oui. Tout le monde déjeune. Moi, je déjeune, vous déjeunez évidemment aussi. Qu'est-ce que vous mettez dans vos céréales, autre chose que du lait, évidemment? Bien, je mets du lait d'avoine au lieu du lait... première précision, oui. Et puis, j'aime bien mettre les petits fruits ou des bananes dans mes céréales.
Et puis, c'est pas des céréales sucrées, c'est des céréales plus santé. Plus santé, oui, effectivement, oui, tout à fait. Quel véhicule vous conduisez? En ce moment, je conduis une Hyundai Kona. Ah, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous faites pour briser la routine? Parce que, et ça, c'est une question très intéressante, à mon avis, à tout le moins. Parce qu'inévitablement, dans la planification, dans l'organisation du travail que vous faites, il y a une certaine routine qu'il faut qu'il s'établisse. Même si il y a beaucoup de nouveautés, puis bon, on y va un peu qu'à un quart, mais il y a quand même une routine. Qu'est-ce que vous faites pour briser la routine? Au travail même, quand je brise la routine, on a des formations qu'on fait en ligne. Parce que le Delta fait partie de la bannière Marriott. Donc, on a toujours des formations qu'on doit faire pour se rafraîchir, comme on en a parlé tantôt. Donc, ça me casse la routine. Et aussi, en ce moment, je prends des cours d'espagnol. Donc, je le prends en ligne. Et puis ça casse ma routine. Ça me change de place. J'imagine. Puis je fais ça, puis Mais ça vous ouvre à tout un monde aussi, le fait de prendre des cours d'espagnol. C'est la culture espagnole, c'est la cuisine espagnole qui peut vous intéresser aussi, non? La langue, elle me fascine. Elle me fascine beaucoup. Et puis, j'ai hâte de pouvoir converser avec des gens en espagnol. Et présentement, vous discourez en français, en anglais? Un poquito espagnol. OK, un poquito espagnol. C'est très bien, non? Je trouve ça fort intéressant. Êtes-vous davantage du cœur ou de la raison? Je dirais du cœur. Du cœur? Oui. Parfois, il y a la raison, mais moi, c'est toujours d'ici. Que ce soit au travail, que ce soit avec les clients, que ce soit à la maison, c'est plus de là. On a parlé des études, on a eu un temps soit peu votre processus, évidemment. Vous me disiez que vous aviez beaucoup appris par le travail. Est-ce que parfois, justement, vous avez le goût de retourner aux études? Ou est-ce que vous apprenez toujours d'une façon ou d'une autre? Les études, j'entends, assis sur un banc d'école. C'est ça que je veux dire, évidemment. Dans le même domaine que vous dites? Dans le même domaine, oui, absolument. Oui, je dirais oui, pour apprendre d'autres cultures de cuisine. Parce que Canadiens, on s'est approprié beaucoup de différentes cultures pour cuisiner, mais d'apprendre, comme on va dire au Mexique, d'apprendre la base de la bouffe, de la nourriture mexicaine. La base, comment faire ses propres tortillas, comment faire leur guacamole, etc. Donc, d'apprendre ça, oui, je serais partante pour passer X nombre de temps là-dessus. Vous aimez les voyages? Oui. Est-ce que, quand vous n'êtes pas en cuisine, est-ce que ça vous arrive de prendre le volant ou de prendre l'avion et de Bien, disons que mon patron, quand c'était le congé de mars récemment, il dit « Michel, si tu veux partir en voyage, c'est le temps parce que c'est très tranquille. » Je pense que c'était 4 jours plus tard, on passait un avion pour aller au Mexique. Ça vous a pas pris de temps, hein? Non. Oui, tout à fait. On ne le dit pas 2 fois. Non, j'imagine, en fait, tout à fait. Bon, évidemment, tout le monde a un cellulaire, vous aussi, mesdames, messieurs, je penserais bien. Est-ce qu'il y a une application particulière que vous utilisez? Première question. Et deuxième, est-ce qu'il y a une application reliée à la cuisine? Une application particulière, moi je vais dire l'espagnol en ce moment. Et puis aussi une application pour faire du yoga, méditation, quoi que ce soit, prendre soin de son intérieur. Et puis pour cuisine, c'est sûr qu'il y en a une panoplie. Pour notre cuisine, on ne s'en sert pas. Par contre, on a une application pour nos fours. On a des fours très intelligents, ça s'appelle Dérational. Et puis, il y a une application dessus pour comment gérer tous tes programmes, etc., pour t'en servir. Pour des recettes comme telles, non. On voit Ricardo des fois, puis il nous aide avec une recette, là, mais à part ça, c'est tout là. C'est tout là. Michel Legault, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci de nous avoir permis de vous découvrir un peu votre métier, votre employeur, etc. aussi. Et de voir que justement, vous avez beaucoup de connaissances là-dedans. Je pense que c'était important pour les téléspectateurs et téléspectatrices de savoir un peu plus c'était quoi votre métier. Je vous dois vraiment une fière chandelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, grand plaisir, merci. Vraiment, vraiment. Mesdames, messieurs, je vous encourage bien sûr à aller au Delta, de parler à Michel, justement, pour pas seulement d'aller manger, mais d'aller parler à Michel parce qu'il est extrêmement accessible. Alors donc, voilà, c'était notre émission pour aujourd'hui. Rapidement, en 30 secondes, Michel, que vous réserve l'avenir? Me réserve l'avenir? Disons que c'est la retraite.
Et puis... Pas tout de suite, quand même. Non, non, dans une dizaine d'années. Par contre, j'adore l'horticulture, donc me développer un petit peu plus dans l'horticulture. Ah, ben ça, c'est l'autre domaine dans lequel... Ça compense le Voilà, effectivement, C'est tout ça. à fait. Le choix ne sera pas trop difficile à faire à Non, ce moment-là. non, pas du tout à tout. fait. Merci, Michel, encore une fois, un grand merci. Ça fait plaisir. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis également, puis à la prochaine.